Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous sommes ravis de vous présenter Séverine Palu, dirigeante de Makibel. Makibel est une marque de cosmétiques artisanaux bretons fait main à Trémuson dans les Côtes d'Armor. Les maîtres mots qui représentent Makibel, transparence, authenticité et qualité. En écoutant cette interview, vous découvrirez les coulisses de Makibel, leurs produits, la fabrication artisanale, la transparence qui guide la relation client et bien sûr le célèbre gel douche au Queen Yaman. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Séverine, merci de nous accueillir ici à l'usine Makibel, dans les Côtes d'Armor, à Trémuson. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et présenter Makibel ? Bonjour Mathilde et bonjour Yann. Donc, je m'appelle Séverine Palu, j'ai 51 ans cette année. J'habite en Bretagne depuis 30 ans. Mais je ne suis pas bretonne d'origine, mais je suis bretonne de cœur, en tout cas, depuis un petit peu. Donc voilà, j'habite dans les Côtes d'Armor, tout près de Saint-Brieuc, dans un petit village. J'ai 2 enfants. Et voilà, depuis très très longtemps, je m'interroge beaucoup sur le futur, sur notre vie, sur l'éthique. Voilà, donc j'ai travaillé avant dans une biscuiterie qui faisait essentiellement des biscuits bio. Et puis maintenant, voilà, j'ai depuis 2015 repris Makibel et réorienté Makibel un petit peu différemment de ce que c'était à l'origine. Donc Makibel, Kibel ça veut dire bain baignoire en breton. C'est la cuve, quoi. Cuve à vache aussi, la Kibel. Voilà. C'est vrai qu'en Bretagne, à l'époque, les cuves à vaches et les baignoires, c'était un peu la même chose voilà, exactement. Dans les fermes. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que Makibel, les vrais Bretons nous font tous remarquer qu'il y a une erreur. On devrait dire Machibel. Mais bon, c'était un choix de communication de ne pas avoir le Machibel. Je le dis parce que si vous êtes écouté par des gens, ça choque beaucoup les vrais Bretons. C'était comme ça quand on a repris l'entreprise, donc on a gardé cette appellation-là. Et donc Makibel, maintenant, c'est une entreprise où on fabrique nos propres cosmétiques artisanaux et bretons. Donc on a cet ancrage breton qui est très fort. Artisanaux parce qu'on fabrique tout. Donc il faut savoir qu'en cosmétique, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui fabriquent vraiment les produits qu'ils vendent déjà. Et puis on essaie de travailler le plus possible avec des matières premières locales. Donc on est dans une démarche aussi écologique, solide, zéro déchet le plus possible. Donc l'entreprise créée en 2015 a grandi avec le temps. Donc aujourd'hui, il y a 20 magasins Makibel en Bretagne. On a à peu près 45 salariés là dans l'entreprise. Sur ces 20, il y en a 5 qui sont en franchise et 15 autres qui sont en propre. D'accord. Voilà pour Makibel. Tu disais que tu avais racheté Makibel en 2014, après 4 ans d'existence. Pourquoi ce choix d'avoir racheté Makibel ? Et est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, comment ça se passe un rachat d'entreprise ? Alors, c'est beaucoup de coups de hasard. Donc, en fait, depuis plusieurs années, je donnais des cours à l'UCO à Guingamp, l'Université catholique de l'Ouest. Donc moi, à l'origine, j'ai travaillé beaucoup dans l'agroalimentaire. Ils ont monté une formation agroalimentaire. Ils avaient besoin d'une prof de marketing, de communication. Bon, la communication, c'est pas trop mon truc, mais le marketing, oui. Et donc j'ai donné une formation. Et puis ensuite, ils ont monté une filière cosmétique. Et donc la personne qui supervisait la formation agroalimentaire supervisait la formation cosmétique. Et lui a monté avec sa femme Makibel et quelques étudiants de l'UCO, donc qu'il faisait produire. Quand ils ont démarré leur activité, moi à l'époque je travaillais ailleurs, je les ai achetés leurs produits Makibel que je revendais dans mes propres magasins. Et puis le temps est passé, j'ai changé de métier, je voulais passer un peu à autre chose. Et donc c'est au hasard d'un couloir à l'Université catholique de l'Ouest que je retrouve Yann Henry. Et on échange tous les deux, on boit un petit café tranquillement, c'est comme ça que ça se passe, les belles histoires. Et donc... c'est là que je lui dis, écoute, moi j'ai arrêté mon activité de biscuiterie, je veux passer à autre chose, j'ai envie de me recentrer dans ma vie sur des choses plus importantes. Il dit, nous aussi, on veut arrêter ce qu'on avait lancé, je deviens directeur adjoint de l'UCO, c'est beaucoup trop, j'arrive pas à gérer tout, donc je veux, j'écoute, si tu veux arrêter, moi ça m'intéresse. J'y connais rien, mais ça m'intéresse. Ouais, tu verras, c'est facile. C'est comme, parce que je faisais beaucoup de caramel au beurre salé avant, c'est comme le caramel. Ça, c'est la théorie. Hein. C'est pas la réalité, c'est révélé un peu différente. Mais... bon, il y a une certaine chimie aussi dans le caramel parce qu'il faut maîtriser la cuisson, tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il m'avait donné ce parallèle-là, mais la réalité est un peu différente. Donc ça s'est fait comme ça, au hasard. Et puis, du coup, lui était content de transmettre son savoir-faire, quelqu'un le reprenne dans les mêmes objectifs que ce qu'ils avaient monté. Alors voilà, il nous a peu à peu transmis son petit stock de matières premières qu'on a racheté. Il nous a surtout appris à fabriquer du savon, chose qu'on ne savait pas faire, et des sels de bain. À l'époque, il n'y avait que 2 produits.
Donc on a été prendre des petits cours de savonnerie à l'UCO à Guingamp avec Yann Henry. Et on a donc signé chez le notaire le rachat du fonds de commerce. Ça s'est fait en bonne entente et assez rapidement. On n'est pas passé par des avocats avec des dossiers de 30 pages. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fabrique un savon ? Alors, on a appris ça tous à l'école. Donc les réactions de saponification, c'est qu'on fait réagir des huiles végétales avec de la soude, donc l'hydroxyde de sodium, ça c'est le nom, pour former du savon. Donc après, dans les huiles végétales, ça peut être tout type d'huile. Ça peut même être des corps gras non végétaux, si on voulait. On peut utiliser aussi le saindoux, c'est ce qu'ils faisaient pendant la guerre avec le gras du cochon. Donc il faut trouver des corps gras, il faut trouver de la soude, et quand on mélange les deux, ça vous crée du savon. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a 2 régions qui fabriquent traditionnellement du savon en France. La région du Sud, parce qu'ils avaient l'huile d'olive, qui est quand même la base, d'où les savons de Provence, et la Bretagne. Alors, les gens, ils savent pas trop pourquoi la Bretagne. Parce qu'en fait, nous fournissait la soude. Parce que quand on se balade sur toutes les côtes nord de la Bretagne, tous les fours à goémon, en fait, on ramassait les algues, on les mettait dans les fours à goémon, on mettait le feu dans le four à goémon et on récupérait l'espèce de cendre. En fait, les algues sont les plantes qui sont les plus riches en phosphate. Et quand on les fait brûler, du coup, on récupère quasiment de la soude pure. Il fallait trouver les plantes les plus riches en phosphate pour fabriquer de la soude. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait la soude venait de Bretagne et qu'il y avait cette tradition de savon en Bretagne. Ça, c'est une petite joke historique. Mais c'est sympa parce que quand on se balade et qu'on voit les fours à goémon, on ne sait pas trop pourquoi et à quoi ça servait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis en fait, après est arrivé au 19e siècle un Nicolas Leblanc, un chimiste, qui a inventé la formule chimique de la soude et qui a trouvé un moyen de fabriquer la soude de façon chimique. Donc fin des goémoniers qui ramassaient la soude et des fours à goémon, plus besoin de ça. Et donc après, ils ont été capables de fabriquer une soude chimique pure, complètement pure, donc plus facile aussi à utiliser pour les savonniers. D'accord. Voilà, donc après il y a 2 façons de faire du savon. On fait de la saponification à froid, la saponification à chaud. Donc traditionnellement, les gens ont tendance à croire tous que la saponification à froid, c'est le procédé le plus riche, le plus noble. Bon, disons qu'on fait réagir les corps gras et la soude sans le chauffer, et il faut les laisser pendant 1 mois. C'est un peu comme du fromage, ça s'affine. Donc pendant 1 mois, la réaction chimique se fait à l'air libre. Et puis la saponification à chaud, on fait cuire pendant 1h30, 2 heures le savon, donc ça chauffe, dans une marmite qui chauffe, et quand vous l'avez terminé, la saponification est complètement finie. Moi, je suis pas complètement d'accord avec le fait que ça soit plus noble. Bon, probablement qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus naturel, ça c'est plus lentement. Mais du coup, ça vous donne, la saponification à froid, des savons qui sont plus rêches, plus, vous voyez, moins agréables pour la peau. Alors qu'on n'a pas ça avec la saponification à chaud. On a des choses beaucoup plus souples et plus douces, quoi. Mon savoir sur la saponification. Makibel commercialise plus de 300 produits bio et naturels, ça tu l'as dit tout à l'heure en introduction. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quels sont vos produits phares ? Alors nos produits phares aujourd'hui, ils sont un peu de 2 ordres. Une gamme de produits de soins qu'on vend énormément. Je pense qu'aujourd'hui notre produit phare c'est le dentifrice solide, qu'on vend beaucoup avec la recharge, c'est des produits qu'on fabrique le plus en quantité et en volume. Le déodorant aussi, solide. Donc tous ces produits qui sont d'utilité du quotidien, mais qui chez nous sont fabriqués de façon un peu différente, 0 déchet, naturel. On vend aussi beaucoup les shampoings solides, ça fait partie aussi de nos produits phares. Mais en fait, on peut pas dire qu'on a des 20-80. Vraiment quelques produits qui se distinguent. Quand les gens viennent, ils vont acheter et leur gel douche, et leur shampoing solide, et leur savon, et leur crème pour le visage, leur dentifrice, enfin voilà. Et on n'a pas vraiment des choses qui ressortent. C'est un ensemble de produits comme ça qui se vendent beaucoup. Et puis d'autres qu'on vend moins, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un portrait robot type des consommateurs Makibel ou est-ce que c'est assez varié ? C'est assez varié. On a des consommateurs plutôt jeunes. Ce qui les rapproche surtout, je pense, c'est une certaine éthique. C'est des gens qui sont en quête de valeurs, proches des nôtres. Donc c'est vrai que quand vous allez dans une ville où les gens veulent de la marque, veulent du Chanel, ben voilà, ils rentreront pas dans le magasin Makibel, quoi. Donc nous, on attire des gens qui sont dans une quête de simplicité, de recherche de produits naturels, pas très chers. Je pense qu'après le prix, c'est pas un élément qui est bloquant, en tout cas, chez nous. Voilà, donc c'est vraiment des gens qui sont en accord avec ces valeurs d'authenticité, de simplicité, bretonne aussi. Il y a vraiment aussi cette culture bretonne qui est importante chez les gens qui viennent et qui ramènent beaucoup de nos produits en dehors de la Bretagne, quoi. En termes de produits, vous avez aussi lancé une gamme de gel hydroalcoolique. Alors, je pense que c'était en réponse à la crise sanitaire ou un petit peu avant ? Non, même pas. En fait, c'est des produits qu'on a quasiment depuis l'origine. D'accord. On les avait depuis très longtemps. En fait, faut savoir que tous les fabricants de cosmétiques font ce qu'on appelle des gels nettoyants mains. Eux l'appellent des gels nettoyants mains. Ils l'appellent pas gel hydroalcoolique parce qu'il y a une réglementation très particulière, très stricte en cosmétique. Donc, si on rentre dans les cosmétiques, on a le droit d'appeler gel nettoyant mains.
Et puis il y a une réglementation plus stricte qui concerne les gels hydroalcooliques. Donc selon l'appellation, il faut rentrer dans l'une ou l'autre des réglementations. Ce qui fait que tous les fabricants de cosmétiques en France ne sont pas embêtés, ils sont rentrés dans la réglementation des cosmétiques, qui est la plus souple, la plus facile. Mais donc ils l'ont appelé gel nettoyant main. Or, nous, dans les Côtes-d'Armor, nous avons un contrôle beaucoup plus strict que dans les autres départements bretons. On en parlera un petit peu tout à l'heure, effectivement. Voilà. Et donc nous, notre gel nettoyant main, quand on a eu un contrôle, nous a demandé de le requalifier et de le basculer en gel hydroalcoolique. C'est un processus très long, très coûteux. Il faut aller se déclarer à la NSM, il faut aller le déclarer, enfin, je considère que c'est un produit qui tue la vie, donc toute une classification compliquée. Donc on a fait tout ce processus-là, on n'a pas eu le choix sous la contrainte, mais enfin, quand il y a eu la crise du Covid, quelque part, du coup, nous, on avait l'appellation gel hydroalcoolique que les autres n'avaient pas. Donc on a eu cette chance-là, donc quelque part, ça a été un mal pour un bien pour nous au printemps 2019. Et plus concrètement, comment ça s'est passé cette période un petit peu particulière de mars 2020 à aujourd'hui, mai 2021 ? Donc nous, il y a eu un peu deux phases. Mars, avril, mai l'année dernière, on a fabriqué du gel hydroalcoolique pour toutes les Côtes-d'Armor et même toute la Bretagne. Donc on fabriquait du gel neutre selon la recette officielle et qu'on vendait à toutes les pharmacies des Côtes-d'Armor, aux pharmaciens principalement, pour qu'eux puissent approvisionner les médecins généralistes, les infirmières libérales, voilà. Donc on a travaillé intensément pendant 2 mois et demi en fonction de nos livraisons d'alcool, parce qu'il y avait des ruptures partout mondiales sur l'alcool. Enfin, c'était une période assez surprenante, bizarre. D'où le mal pour le bien, parce que si vous n'étiez pas qualifié gel hydroalcoolique, vous auriez pu le faire quand même ou pas ? En fait, avant que M. Macron nous passe un décret pour autoriser tout le monde à fabriquer du gel hydroalcoolique avec des recettes qui ont été mises au point par l'État français, on pouvait commercialiser le nôtre. Les nôtres, avec l'appellation gel hydroalcoolique au caramel, à la mûre, c'est ce qu'on a fait tout le mois de février à peu près. Et puis ensuite, M. Macron a passé son décret, donc tout le monde pouvait fabriquer du gel hydroalcoolique en respectant le décret et tout ça. C'était une situation différente. On n'était pas privilégiés par rapport aux autres parce qu'on avait cette recette-là, quoi. Okay. D'accord. Et puis après le mois de novembre, tous nos magasins ont été fermés, mais on a arrêté de fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc les gens qu'on a dépannés pendant 3 mois à fournir ont retrouvé leurs habitudes, ont retrouvé d'autres fournisseurs et ont lâché Makibel, quoi. Voilà. Donc il nous reste toujours du gel hydroalcoolique là qui stagne et qu'attend. Je pense on offre aux clients comme ça, au hasard. Quel est le processus de développement de produits chez Makibel ? Est-ce que vous avez une équipe de R&D ou est-ce que c'est les consommateurs qui donnent de nouvelles idées ? Comment ça se passe ? En fait, je demande régulièrement à mes responsables de magasin, nos franchisés, s'ils ont des demandes qui sont récurrentes des consommateurs en magasin. C'est surtout comme ça. Notre commercial aussi. Je rassemble. En général, tout ça se regroupe. On a un peu les mêmes pistes qui arrivent de partout, les mêmes demandes. Et puis donc, en fin d'année, je prévois le programme pour l'année suivante avec tous les développements que je souhaite aboutir l'année suivante. Et puis ensuite, on a une équipe R&D qui travaille sur les différents projets. Globalement, 80%, on y arrive. Après, il y a quelques fois, il y a des choses qui sont plus longues, voilà, qu'on a plus de mal à mettre au point, quoi. Et combien de temps ça dure à peu près la mise au point d'un produit ? C'est variable, parce qu'il y a des choses qui sont très faciles, qu'on maîtrise bien, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus lourdes, quoi. Alors on va dire au mieux c'est 3 mois, au pire il faut 1 an et demi, quoi, des fois plus. À ce jour, il y a une 20aine de boutiques dispersées en Bretagne. Comment se passe la gestion de tous ces magasins ? Alors déjà on en a 15 qui sont en propre, et D'accord. 5 qui sont en franchise. Donc les 5 franchises, ils sont suivis par le franchisé qui s'en occupe. Et les 15 autres, on a Romuald chez nous, qui supervise l'ensemble de ces magasins et donc qui circule entre eux, qui gère un peu les demandes de chaque responsable de magasin, qui forme, qui pilote, voilà. On met un petit peu un planning sur nos différentes vitrines, les produits qu'on met en avant dans le magasin. On organise ça comme ça. Et comment ça se passe l'ouverture d'une nouvelle boutique Makibel ? Le plus dur, c'est la localisation, parce qu'on se donne des objectifs sur des villes, mais après, il faut trouver un emplacement qui soit disponible dans la ville. Des fois, on a des coups de chance. Des fois, on n'en a pas du tout. Donc, par exemple, Saint-Malo, on essaye. Et ça fait 3 ans qu'on essaye, et 3 ans qu'on ne trouve pas. Cette année, on en avait trouvé un, et quelqu'un a signé juste avant nous. Enfin, voilà, il nous est passé sous le nez. Et puis, il y a d'autres villes où c'est beaucoup plus facile. Donc, une fois qu'on a trouvé l'emplacement, on prévoit un peu notre implantation, notre commande avec nos produits types. Je fais des plans avec les meubles, l'endroit où on les met, comment on installe. Et puis, on procède d'un recrutement pour trouver quelqu'un qui puisse tenir le magasin. Voilà, maintenant on est un peu rodé sur ça. Moi j'imagine avec la 20aine de boutiques que vous avez. On est organisé. Où se font le plus les ventes ? Est-ce que c'est dans les boutiques Makibel, sur le site e-commerce, en parapharmacie ou dans les magasins de produits régionaux ? Dans les boutiques Makibel.
D'accord. Voilà. Après, notre site internet fonctionne bien, mais aujourd'hui, il y a 15 boutiques. Le site internet fait l'équivalent d'une boutique. D'accord. Voilà. Même si pour les gens qui s'y connaissent en site internet, ça leur paraît un site important et qui tourne bien, ça reste l'équivalent d'une boutique en termes de chiffre d'affaires. Et puis après, tous nos revendeurs aussi, ça fait à peu près l'équivalent de 2 boutiques. D'accord. Donc ça reste quand même nos magasins qui nous permettent déjà de nous faire connaître. C'est comme ça que souvent les gens, même les revendeurs, nous connaissent et nous découvrent. Donc c'est aussi un moyen de communication important pour nous. Le site internet fonctionne parce que les gens découvrent les produits en magasin, puis une fois chez eux, souvent éloignés de la Bretagne, recommandent. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu une augmentation du trafic sur le site pendant les confinements Est-ce que les gens n'ont pas acheté à ce moment-là sur le site? Si, bien sûr. Quand tous nos magasins sont fermés, le chiffre d'affaires de notre site internet augmente et est multiplié par 2. Donc le lundi matin, c'est la plus grosse journée. On a, je sais pas, à peu près une centaine de commandes internet à préparer, donc c'est un gros travail. Et puis après, dans la semaine, c'est surtout, on voit un impact fort, nous, le lundi, parce qu'il y a eu le week-end où les gens ont eu le temps. Ouais. Oui. Et puis dès que les magasins rouvrent le site internet, on continue à travailler, mais de façon moindre, quoi. D'accord, ok. Et outre les canaux de distribution dont on a parlé, vous fournissez aussi les centres de Thalasso avec des produits Makibel. Est-ce que la formulation est la même ou est-ce que vous avez dû travailler sur une gamme spécifique pour fournir ces centres de Thalasso? On a travaillé sur une gamme spécifique avec des masseuses professionnelles dans les centres de Thalasso parce qu'elles avaient 2 soucis. Un, souvent, les produits avec des huiles essentielles leur abîment les mains avec le temps. Donc on a fait vraiment quelque chose qui soit très doux et qui puisse être utilisé sur du long terme pour elles. Et en fait, on a fait l'inverse, on a pris ces produits qu'on a mis au point avec l'équipe des Thalasso, qu'on revend dans notre gamme en magasin. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis c'est un travail qu'on a hérité de notre prédécesseur, donc il y avait déjà toute une gamme qui avait été mise au point. Mais là, les Thalasso étant fermés, c'était une activité importante pour Makibel. Voilà. Bon, j'imagine que ça reprendra dans les mois à venir. Ouais, après, il y a eu plein de changements aussi. Comment vont-elles ressortir de la crise? Je ne sais pas. Ça va risque aussi d'être difficile pour certaines, quoi. Comment est-ce que vous rivalisez avec des savons ou des gels douche qui sont produits à l'étranger et du coup moins chers pour le consommateur? Je pense qu'on ne cherche pas à rivaliser avec ça. En fait, quand les gens font leurs courses en grande surface, ils peuvent trouver des gels douche à 1 € et du savon à bas de gamme. Et c'est pas... On fait quelque chose de vraiment différent. Donc, on ne cherche pas à rivaliser avec ça. C'est pas du tout l'objectif, quoi. On essaie de faire des produits qui soient atteignables en prix. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens, moi, parce que je me demande toujours avant de les vendre si est-ce que moi je l'achèterais à ce prix-là ou pas. Donc, je ne veux pas faire du chose très haut de gamme. Quand je vois que certains vous vendent des huiles ou des savons ou des crèmes à 80 €, moi je n'achèterais pas, donc je ne veux pas vendre ça. Mais voilà, on essaie de faire de la qualité à un juste prix. Et puis on essaie aussi, quand les gens viennent re-remplir leur flacon vide, du coup il n'y a pas le conditionnement, de faire encore plus l'effort sur le prix à ce moment-là, pour les encourager à mieux gérer les déchets, qu'on en jette le moins possible. Mais on ne cherche pas à rivaliser avec les produits grande surface, du tout. Et tu disais que vous cherchiez à être différent sur vos produits. Il y a un produit qui est particulièrement différent, enfin à mon avis en tout cas, c'est le gel douche Queen Yaman. Comment est-ce que ça vous est venu cette idée? En fait, c'est un vieux produit, ça doit être en 2016. Donc c'était au tout début de Makibel, qu'un hiver, je me suis dit, il faut qu'on lance une nouveauté pour la saison. Et à l'époque, on n'était que moi et mon associé, on n'était que 2, on a démarré dans ma maison. Hein. Donc dans mon garage, on avait monté un petit atelier de production. Là où je garde ma voiture maintenant, quand je vois l'espace, je me demande comment on a pu faire. Mais voilà. Et du coup, je dis, faudrait qu'on trouve un truc un peu drôle pour différencier quelque chose qui amuse un peu. Enfin, voilà. Et donc, on a cherché un parfum, une idée, d'où cette idée de savon Queen Yaman, de gel douche au Queen Yaman. Et en fait, le produit n'a pas marché du tout. C'était pas une vente... Et on en était presque à se dire, on va arrêter ça, ça tourne pas. Et quand Topito a sorti sa petite blagounette, avec Ils sont fous, c'est breton, puis la photo du gel douche au Queen Yaman, et qui a fait un buzz sur les réseaux sociaux un peu partout. Et du jour au lendemain, on s'est mis à ne vendre plus que le gel douche au Queen Yaman. Du coup, tout le monde nous appelait, tout le monde nous l'achetait. Donc on a rebondi, on l'a mis en avant un peu dans les magasins. Enfin voilà. Et du coup, maintenant, il tourne, quoi. Et du coup, cette publication de Topito, c'était vraiment désintéressé, c'était pas sponsorisé par Makibel. Ah non, moi personnellement, je ne savais même pas ce qu'était Topito. J'ai découvert rien du tout. Non, c'était vraiment... En plus, ça tombait à une période, pas une très bonne période pour nous, parce qu'on était en plein déménagement. On quittait ma maison avec notre atelier dans mon garage pour venir s'installer sur Trémuson. Donc on avait un boulot monstrueux, tout déménager, tout réorganiser, enfin voilà.
Et c'est à ce moment-là qu'on avait des coups de téléphone de toute la presse pour faire des articles, la radio, enfin voilà. Mais non, c'est vraiment eu un coup de chance. D'accord. Et avec le sketch de Catherine et Liliane aussi, j'imagine. Ah oui, complètement là. Il y a eu plein de rebondissements. Et aujourd'hui, ils se vendent toujours bien ou ça a diminué? Ça s'est un peu tassé. Il faudrait bien qu'Octopito nous fasse autre chose. Ça serait bien. S'ils nous entendent. Vous proposez aussi les visites de la savonnerie ici à Trémuson. Donc on est près de Saint-Brieuc. Pourquoi cette envie de faire découvrir les secrets de fabrication des produits Makibel? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les clients nous le réclament. Ils ont vraiment envie de connaître, de savoir comment ça se passe, comment on fait. C'est vrai que les cosmétiques, c'est un monde un peu mystérieux. En fait, on n'a même pas le droit de traduire les ingrédients qu'on met dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un langage spécial qui est utilisé on là. On comprend jamais. Ouais. Voilà, c'est un langage INCI. C'est une norme européenne qui impose d'utiliser ce langage. Donc un mélange soit d'anglais, soit des noms latins des plantes. Et en fait, quand on veut traduire, on n'a pas le droit. On nous interdit de traduire. C'est extraordinaire, ça, la France. On n'a pas le droit d'être transparent avec les clients parce que, en fait, comme ça, tout le monde peut mettre un peu ce qu'il veut. C'est caché, personne ne comprend. C'est formidable, quoi. Bah surtout que c'est des noms qui font un petit peu peur, comme ça, quand on les voit. Ouais. Alors qu'il y a des choses qui sont vraiment, voilà, du beurre de karité. Enfin, il y a des choses même naturelles. On leur met sous leur nom. Ah, bien sûr. Le nom latin, donc, ou anglais. On se demande ce que c'est, quoi. Donc tout ça, c'est un monde un peu particulier, la cosmétique, où il y a plein de lobbies qui ont passé des... Enfin, ça c'est mon point de vue, en tout cas, qui ont passé des textes pour garder un peu tout ce côté chimique bien ficelé pour que le consommateur ne s'y retrouve pas. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, avec les parabènes, là, moi je trouve que c'est un scandale dont on n'a pourtant pas beaucoup parlé. Donc, ils ont réautorisé à utiliser certains parabènes qui ont été jugés non cancérigènes. Alors ça, je ne suis pas compétente pour le juger. Mais en tout cas, du coup, ils ont interdit, pour comprendre exactement, ils ont interdit à tous les fabricants de cosmétiques qui n'utilisent pas de parabènes de marquer sans parabènes. On n'a plus le droit de le mettre sur nos étiquettes pour que les gens qui mettent du parabène ne soient pas discriminés par rapport à nous. Ça, c'est le discours officiel. Vous comprenez où on en est arrivé? C'est-à-dire que ceux qui font des produits naturels, qui font des choses bien, ils n'ont plus le droit de le mettre en avant pour que ceux qui utilisent du parabène ne soient pas gênés. Et c'est le texte officiel. Alors, c'est étonnant, effectivement. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le cosmétique, faut voir le truc. Et donc, il y a des gens qui se sont levés, notamment EcoCert, donc les organismes certificateurs de cosmétiques bio se sont levés. Je crois que c'est une femme, la présidente d'EcoCert, a fait des courriers au gouvernement déclarant que c'était des scandales. Mais ça a duré 4 jours, quoi. Et les choses sont retombées, le texte est passé, et ça fonctionne comme ça. Moi, je trouve ça extrêmement choquant. Il y a plein de choses comme ça. Donc, du coup, vous avez fait le choix de la transparence, de montrer aux consommateurs ce qui se passe derrière. Voilà, donc les visites, ça permet cette transparence, d'expliquer aussi quelles sont les matières premières. Donc, on a fait tout un petit circuit de visite qu'on a voulu aussi un peu ludique, un peu interactif, qui dure une heure et demie. Et on montre chacune des matières premières aux gens. On ouvre les boîtes, on ouvre les sacs, on leur montre vraiment ce que ça ressemble les algues, comment ça sent vraiment affreux et c'est mauvais dans les seaux. Enfin, on leur montre nos safrans, on leur montre vraiment toutes les matières pour que vraiment ils voient la réalité de ce qui se cache derrière ces noms chimiques, quoi. Et puis ensuite, on leur montre un peu l'atelier de production, on leur montre ce qui est fabriqué, parce que quand les gens viennent visiter à un moment T, ils voient le produit qui est fabriqué au moment T. Donc il y en a un ou deux, donc c'est toujours un peu frustrant. Alors après, on a fait des petits films télé où on leur montre la fabrication de quelques produits pour qu'ils puissent voir vraiment la saponification à froid, à chaud, les shampoings solides, une crème, enfin des produits phares pour qu'ils puissent voir un peu l'ensemble. Et puis on termine notre visite par un petit atelier où on leur fait fabriquer un produit cosmétique où ils repartent avec. Génial. Voilà. Donc les gens en général repartent enchantés de leur visite. Là, j'imagine. Et est-ce que c'est toujours d'actualité en ce moment? Alors c'est Covid, donc c'est compliqué. Ouais. Donc on l'a fait l'été dernier malgré la situation, mais on a fait des groupes un peu restreints. Et puis on l'a pas refait cet hiver, alors que d'habitude on le fait aux vacances scolaires. Là, aux vacances de Pâques, de toute façon, vu comment c'était voilà. Donc, on espère pouvoir le refaire cet été. D'accord, super. L'inscription se fait directement sur le site internet. On a un petit onglet visite d'usine où les gens peuvent s'inscrire avec la famille. Enfin, voilà. On mettra le lien dans les notes du podcast. En 2019, Makibel a été récompensé par le prix Star et Métier avec d'autres artisans bretons. Tu as remporté le Grand Prix Entreprise Responsable pour ton engagement écologique, notamment grâce à la gamme de produits solides. À ton avis, est-ce qu'une entreprise peut encore se développer sans inclure une démarche écologique? On est un peu entre deux mondes, hein. C'est ce qu'on dit, le monde d'avant, le monde d'après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce que je disais au moment du premier confinement. On avait l'impression qu'on allait vraiment basculer dans le monde d'après. Enfin, moi, j'avais l'espoir qu'il y avait des choses qui changent. En fait, non, pas beaucoup, hein. Quand on regarde avec le recul, quoi.
Donc il y a, c'est vrai, des gens qui sont dans cette démarche d'écologie, qui ont envie de trouver d'autres façons de vivre, hein, parce qu'il va bien falloir qu'on fasse des efforts sur notre égoïsme, qu'on réduise un peu nos besoins. Jusqu'à quel point est-on prêt à en faire? C'est toujours là où on en est tous un peu. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'en faire du tout, et donc qui veulent continuer dans notre système passé. Donc il y a des entreprises qui se créent toujours sur ce système passé, qui fonctionne très très bien. J'espère que plus ça ira et moins il y aura, mais pour le moment il y a encore de tout. Et l'écologie greenwashing, c'est-à-dire où on dit qu'on fait de l'écologie pour dire qu'on fait de l'écologie et puis pouvoir le marquer sur son site internet, ses étiquettes, est-ce que c'est encore crédible à ton avis? Ou alors est-ce que si on fait de l'écologie, il faut vraiment le faire à 100%? Mon expérience personnelle, c'est qu'à un moment, il ne faut pas essayer d'être parfait, parce qu'on n'y arrive pas, c'est pas possible. Et puis il ne faut pas se dire forcément, il y a noir et blanc, donc les gens sont soit noirs, soit blancs. Personne n'est complètement noir, peut-être, c'est peut-être possible, mais personne n'est complètement blanc parce que c'est pas possible dans notre société actuelle. L'état d'esprit, c'est d'avoir des améliorations tous les ans sur les points les plus importants. Et vraiment une volonté de le faire. Après, on ne sera jamais parfait. Par exemple, forcément, quand on fait du cosmétique, nous, on ne se passe pas de beurre de karité. Du beurre de karité, ça vient d'Afrique. Donc moi, j'essaye de l'avoir en commerce équitable, par des femmes, le bio, enfin, voilà. Mais il vient toujours par bateau, par container, je sais pas trop comment d'ailleurs, mais je pense qu'il arrive au Havre. Il y a toujours des choses qui sont pas faisables. Il y a des produits par exemple qu'on propose qui sont fabriqués français. J'ai plein d'artisans qui nous disent est-ce que vous pourriez pas revendre ça dans vos magasins? Quand je regarde, alors je fais des efforts quand c'est fabriqué français sur notre marge. Je prends moins de marge que quand on achète des produits qui nous sont revendus par des grossistes ou des voilà. Mais même en prenant quelquefois une marge réduite, le prix devient, le produit n'est pas vendable tellement le prix est élevé. Donc là, il faut faire un choix aussi. On dit non parce que ça sert à rien d'envahir nos magasins sur des produits qui vont nous rester parce que ça ne se vendra pas. On n'est jamais blanc, on n'est jamais noir. Il faut essayer de tendre vers le blanc le plus possible, faire des efforts sans compromettre non plus la rentabilité de l'entreprise. Donc elle est quand même là pour gagner de l'argent. Donc il faut trouver un juste compromis sur ça. C'est pas facile. Et donc j'ai participé il y a pas très longtemps, il y a je sais plus son nom, un auteur qui a écrit beaucoup de livres que j'ai découverts, qui vit à Nantes, qui est breton, qui s'appelle Yannick. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il mettait ce que je pensais à l'intérieur de moi de façon pas très claire. Il le mettait en lumière et de façon très claire. C'est pratique. Non, mais puis c'est quelqu'un qui fait des formations à des chefs d'entreprise un peu partout sur la Bretagne. Quelqu'un de très intéressant à mon avis à pouvoir faire une interview si vous pouvez la voir. Et qui forme les gens à une démarche un peu écologique, d'avenir, voilà. Il explique même qu'il y a des gens qui font des placements financiers avec une démarche un peu éthique. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place en parallèle, donc c'est nous, chacun à notre place, de les encourager, de placer notre argent dans ça, à tous les niveaux, parce que le côté financier, c'est là où on se dit, c'est pour ça que je cite ça, parce que c'est là où on se dit la bourse, c'est là où tout le monde joue avec de l'argent, on gagne beaucoup, et tout ça, ça a tendance à détruire la planète et à pas aider les êtres humains qui y vivent. Et lui, il dit qu'il y a quand même quelques personnes en bourse, et que plus il y en aura qui agiront dans cet état d'esprit-là, et plus ça fera basculer un peu la balance dans l'autre sens, quoi. On va reparler d'un sujet que tu as abordé un tout petit peu tout à l'heure. En 2017, on a vu dans un article que vous menaciez de quitter les Côtes d'Armor suite à une décision de la DDPP. Donc la DDPP, c'est la Direction départementale de la protection des populations, qui remettait en fait en cause à la fois la forme de vos savons, qui ressemblaient trop selon eux à des crêpes. Alors moi, pour les avoir vus, effectivement, la crêpe, on a la forme, mais on est très loin de pouvoir imaginer qu'on peut manger ça. Et leur boîte qui ressemblait trop à des boîtes de camembert. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur cet épisode? C'était un moment pas facile à vivre. J'imagine. En fait, on était donc toujours dans ma maison, dans mon atelier de production. Donc on a eu plusieurs contrôles. Et on nous a déjà demandé d'arrêter un certain nombre de produits. Donc on a écouté, donc on nous a demandé d'arrêter déjà des gels douche qu'on avait fait dans des bouteilles en verre. Moi je trouve qu'un gel douche dans une bouteille en verre que vous venez remplir, c'est quand même, et la bouteille qui peut être recyclée, c'est quand même mieux que de l'avoir dans des bouteilles en plastique qui viennent finir par polluer la planète, quoi. Donc on nous a demandé de les arrêter au motif qu'on pouvait casser sa bouteille en verre dans sa douche et se blesser avec le verre. C'est recevable. Ça peut arriver, effectivement. Ça peut arriver. Nous avons donc arrêté tous nos gels douche dans les bouteilles en verre. Ensuite, on nous a donc demandé de changer nos gels nettoyants mains. On nous a demandé aussi de le changer, de le passer dans la législation des gels hydroalcooliques. Un travail énorme que même Yves Rocher, même tous les gros de la cosmétique, personne ne leur avait demandé ça, puisque eux continuent à vendre leurs gels nettoyants mains avec le même base de recettes que nous, mais on ne leur a pas demandé de faire cet effort-là.
On nous a ensuite demandé d'arrêter. C'est assez surprenant, mais on avait mis des petits savons avec des petits décos un peu issus de gâteaux, un peu des petites choses décorées comme ça. Donc ça, c'était trop proche d'un gâteau et on risquait de le manger. Alors bon, franchement... Je pense que le goût n'est pas le même. Et puis quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans le commerce, on vend beaucoup de petites galettes de bain qui sont en forme de muffins, tout petits quoi, qu'on peut vraiment... Et en rose, enfin vraiment comme des petits muffins. Ça vient des produits qui viennent d'Angleterre. Et ça, on les laisse à vendre partout dans plein de grandes surfaces, plein de magasins de cadeaux. Donc tout ça, on nous a demandé, nous, d'arrêter des choses qui étaient quand même très éloignées de ces produits-là, qui sont beaucoup plus dangereux à mon avis. Alors on a appliqué ce qu'on nous a demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis on avait des visites tous les 3 mois, enfin, ce qui est énorme pour ce genre de choses. Et on continuait à nous réclamer des changements et des modifications. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, faut qu'on arrête parce que c'est l'essence même de Maquibel qu'on est en train de détruire, quoi. Nous, on voulait faire des choses qui n'étaient pas très chères, un peu décalées. Donc, on nous supprimait les pots de yaourt. Ils ne voulaient plus qu'on utilise les pots de yaourt. On met nos crèmes dans des pots de yaourt et dans des pots de confiture pour que ce soit des contenants pas très chers, en verre quand même, sécurisés. Voilà. Donc, tout ce qui était contenant alimentaire, on n'a plus le droit d'utiliser. Et puis, nous a commencé à nous interdire aussi les boîtes à camembert, parce qu'avec les crêpes, là, à un moment, on s'est dit, c'est bon, c'est pas possible, faut qu'on stoppe. Et qui peut nous aider à arrêter ça? Donc, je pense que quelque part, on avait vraiment une personne dans le service de la DDPP qui était très zélée, et puis on était tout près. Je pense qu'on était les clients à 10 minutes les plus près, donc ça ne nous avait pas aidés. Donc c'était pratique, c'était pas très loin pour venir vous voir. Exactement. Le café était bon. Pour dire l'anecdote, c'est qu'une fois, c'était 13h, donc en pleine période du repas le midi, on était une toute petite équipe à l'époque, avec notamment des stagiaires en plein été. On mangeait dehors, chez moi, tous ensemble avant de reprendre le travail. Ma fille, qui était à l'école primaire à l'époque, ouvre la porte. Et là, la personne se présente en disant « Je suis Madame X de la DDPP ». Ma fille, terrorisée parce qu'elle me voyait souffrir de ça, ne plus endormir, étant très inquiète de tout ça, plus savoir si on devait continuer, arrêter l'entreprise. Enfin, ma fille l'a vue, l'a regardée, elle l'a dit « Vous êtes sûre que vous êtes cette dame-là ?»« Oui ». Elle a refermé la porte, instinctivement, la petite gamine, c'est rigolo, quoi. Et elle est venue nous voir en courant, on la croyait même pas, parce qu'elle était venue 2 jours avant, elle nous faisait un contrôle 2 jours après. Enfin, c'était un truc... J'ai dit, mais t'es sûre, tu crois? Bah oui, maman, je te jure. Enfin, voilà. Et donc, après cette histoire, à un moment, on a donc sollicité un peu les politiques autour, les journalistes, pour nous aider. On a eu la chance, la mairie de Saint-Donant nous a pas mal aidés. La chambre de commerce nous a envoyé quelqu'un pour nous aider. Il y avait une personne aussi que j'avais connue qui travaille à l'UCO et qui s'occupe de la réglementation cosmétique dans les Côtes-d'Armor qui a accepté de nous accompagner. Et on a eu un entretien avec le directeur de la DDPP, qui était quelqu'un de posé, qui a cherché à calmer un peu les choses. C'était vraiment un moment très difficile. Donc il y a des choses... on a essayé de trouver des compromis sur certaines choses. Et puis depuis, voilà, depuis j'ai pris un avocat aussi, parce que là, ça devenait tellement compliqué que... Là, par exemple, on a toujours sur nos adresses de nos étiquettes notre ancien lieu de fabrication. Parce qu'on n'a jamais pu basculer sur le nouveau lieu, ce qui aurait quand même été plus logique. Parce que pour pouvoir écouler tous nos stocks, ils nous accordaient qu'1 mois. Alors moi, je travaille dans l'agroalimentaire, ils accordent 6 mois. Enfin voilà, sur du cosmétique, ça se conserve. Nous, 1 mois, on ne peut pas tout basculer, il faut tout réétiqueter, c'est impossible. Donc on a essayé de négocier, c'est pas possible. Du coup, l'avocat m'a dit, on va trouver une solution, on va garder ces sociales là-bas. Mais c'est un peu bon... Ça serait bien qu'on passe à autre chose en France, quoi. Qu'on puisse passer son énergie à faire des choses qui créent de la richesse plutôt que... Et justement, ma question n'était pas complètement innocente, parce que là, on voit comment l'État, par le biais de certaines de ses administrations ou de ses directions régionales ou départementales, peuvent mettre un frein aux entreprises. Je voulais savoir justement quel était, toi, ton sentiment par rapport à la place de l'État dans le monde entrepreneurial. Mais je pense qu'il y a un rôle à jouer, qui devrait jouer, qui ne joue pas. Par exemple, là, je pense que si on veut un jour avoir une planète où on puisse en vivre correctement, il devrait pouvoir réguler et faire des règles qu'on ait à appliquer pour avoir une planète qui dure. Donc, probable que là-dessus, il faille jouer avec de l'impôt, des choses comme ça, mais c'est pas mis en place. Et par contre, est mis en place un certain nombre de règles qui ne servent à rien, qui perdent du temps, qui sont très lourdes. On a beau dire depuis des années qu'on essaie de réduire tout le côté administratif. Sur les entreprises, c'est pas vrai. Plus ça va, pire c'est, et il y en a de plus en plus. Donc voilà, déjà, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent pas créer leur entreprise parce qu'il y a un moment, il faut être capable de gérer tout cet administratif-là qu'on nous demande, quoi. Ou alors, s'ils le sous-traitent, ça coûte très cher.
Non, il y a un énorme travail d'assouplissement, de regarder ce qui est vraiment important, de le maintenir et de supprimer tout ce qui ne l'est pas. Sur plein de plans, il y en a plein à reprendre, mais il y aurait tout à reprendre. Avant, il fallait faire une visite médicale tous les ans, maintenant c'est tous les 2 ans, maintenant je sais pas, on m'a dit que c'était tous les 5 ans, je sais pas, enfin... Avant c'était les médecins du travail qui faisaient les visites, maintenant c'est plus que des infirmières. Bon, d'un côté c'est bien, parce qu'avant les médecins ils étaient débordés. Alors, maintenant ils se concentrent sur les choses qui sont vraiment importantes, donc sur des choses importantes, on ne pouvait pas faire appel à eux, parce qu'ils étaient débordés, quoi, dans leur réelle mission, quoi. Et puis moi ce que je me rappelle, c'est qu'on est en Bretagne, et qu'on a cette chance d'être en Bretagne. Donc quand on appelle une administration en Bretagne, en général, on tombe sur des humains. Donc on a comme des gens qui nous répondent, et on a cette chance-là dans plein de régions de France, c'est pas le cas, quoi. Bon, on attend, on se bat, mais on a un interlocuteur, et souvent des gens quand même qui s'investissent, qui cherchent à trouver des solutions, que ce soit au niveau des impôts, ou que ce soit à tous les niveaux administratifs, dans les mairies, les préfectures, enfin voilà. Bon. On arrive toujours quand même à avoir des échanges. Là, par exemple, il y a quelque chose qui... On doit avoir l'arrêt de la manière chez McKibel de mal tomber, c'est qu'à chaque fois qu'on prend des magasins, on tombe dans les endroits classés. Bon. Donc on a toujours le magasin le plus classé. Donc là on en a ouvert un Perros-Guirec, on a trouvé un magasin avec une belle mosaïque bleue à l'ancienne dedans. Enfin, donc nous on est contents parce qu'on met un peu en valeur le patrimoine local, on essaie de mettre des choses qui vont avec. Et puis par contre quand vous voulez mettre une enseigne, alors là, oula. Donc vous ouvrez un magasin et des fois il faut attendre 6 mois, 1 an avant de pouvoir monter l'enseigne. Les gens ont l'impression que c'est un magasin éphémère. Même entre eux, ils n'arrivent plus à Brest par exemple, même entre les personnes qui s'occupent des panneaux, l'architecte des bâtiments de France, la DDTM de Brest, on a fini par enlever l'enseigne de notre magasin de Brest. Et une personne ne sait s'il faut qu'on détruise ou non la maçonnerie qui est en dessous. Donc ils s'interrogent parce qu'il y a des câbles électriques qui ont été posés. Donc nous on n'a jamais monté la maçonnerie, on a acheté le magasin avec la maçonnerie comme ça. Je leur dis, tout le centre commercial Jaurès est alimenté par l'électricité qui passe au-dessus de notre magasin. Donc vous voulez qu'on enlève la maçonnerie, on coupe les lecs dans Brest. Ah bah faut qu'on vérifie. Bah oui. Mais bon, en attendant, on n'a toujours plus d'enseigne, on sait toujours pas comment ça va se passer, quoi. Voilà. Oui, c'est des choses au quotidien qui sont très lourdes, quoi. Oui. Qui durent et qui sont lourdes, quoi. Tu travailles avec de nombreux producteurs bretons, par exemple le caramel au beurre salé qui provient de la biscuiterie de Saint-Brieuc, le lait ribot de la ferme de la Blandierie, etc. Est-ce que ça te semblait logique pour une marque bretonne de travailler avec des matières premières locales ? Oui, ça nous semble logique, ça faisait partie de la démarche de départ et de l'éthique et des valeurs de McKibel et de ce qu'on souhaite. Donc au maximum, on essaie de travailler avec des matières premières locales. Comme je dis, c'est pareil, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver en Bretagne. C'est le cas du beurre de karité, de l'huile de ricin, enfin voilà. Mais quand on peut les trouver, on privilégie les producteurs bretons. Et puis on essaie aussi de trouver le meilleur ajustement prix. Par exemple, sur la cire d'abeille, donc on a un producteur local qui nous fournit une cire d'abeille de très très bonne qualité. Donc on la réserve à nos produits de soins, par exemple nos baumes à lèvres sont faits avec cette cire d'abeille. Et dans les bougies, où pour moi c'est pas utile de mettre de la cire d'abeille d'une qualité extrême, on utilise une cire d'abeille qualitative quand même, mais moins chère et qui vient pas de Bretagne. Pour que ça arrive aussi en termes de prix à... Donc on est toujours face à des choix comme ça, donc on essaie de faire le choix juste entre l'éthique, le prix, voilà. Et autre choix éthique, vous travaillez avec les ZAT de Saint-Kiouet à Plaintel pour le conditionnement de vos produits. Pourquoi ce choix solidaire ? C'était un choix dès le départ de travailler avec eux. Ils viennent régulièrement aussi visiter. C'est des clients dans nos magasins. Ils sont fiers de pouvoir travailler, de pouvoir doser les produits. Enfin, voilà, c'est un vrai partenariat qu'on a depuis le début avec cet ESAT. Ils sont du coup aussi certifiés Cosmos parce qu'ils emballent nos produits qui sont certifiés Cosmos. Donc ils ont dû faire des efforts aussi dans leur démarche de traçabilité pour qu'on ait ce certificat. Voilà, donc là au fur et à mesure du temps, on s'est un peu outillé sur quelques machines et on leur laisse par contre toujours un certain nombre d'opérations à effectuer parce qu'aussi plus on grandit, plus c'était difficile pour eux de nous suivre et de tout doser. Donc on a restreint un petit peu sur ce qui leur convenait le mieux aussi à doser, étiqueter, voilà. On arrive à la fin de l'entretien, donc on va passer aux questions plein phare. Quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Il y en a plein, moi j'adore la Bretagne, j'ai eu la chance de visiter beaucoup parce que déjà quand je vais dans chacun de mes magasins, je fais le tour. Mais mon endroit préféré, moi je dirais mon jardin. Parce que déjà j'en profite rarement et puis que voilà, j'habite dans un tout petit village où il n'y a pas la mer forcément, mais c'est très rural. C'est une commune un peu atypique où il y a un peu de montagne, un peu de collines, ce qui est resté tout en granit avec des vieilles pierres. Il y a quand même une vraie vie de village, plein d'oiseaux, plein de plantes, voilà.
Donc j'aime ce jardin rempli d'oiseaux et de fleurs. Et qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Même si tu disais que tu n'étais pas bretonne à l'origine, mais devenue bretonne de cœur. Ah ouais. Et bien moi je trouve que les Bretons, c'est des gens qui sont vrais, peut-être quelquefois bruts, mais c'est ça aussi qu'on aime bien, francs. Ils disent ce qu'ils pensent, il n'y a pas de faux semblants, ils sont probablement moins dans l'ego, on va dire ça. Voilà, donc tes valeurs d'authenticité, de simplicité, de vérité des Bretons. Comme Machiavel. Oui, voilà, comme Machiavel. Ça me touche beaucoup, moi. Et pour finir, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne ? Ben, c'est pas facile cette question, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il peut y en avoir plusieurs. Ah. Moi, il y a une entreprise que j'ai trouvée intéressante en Bretagne qui s'appelle Algopac. Je ne sais pas si vous connaissez. De temps en temps, je regarde où ils en sont. Donc, c'est une entreprise qui on trouve un système à partir des algues pour fabriquer du plastique. Donc, avec une façon d'avoir une ressource qui se renouvelle très très rapidement. Donc, on pourrait fabriquer tout ce qu'on fait en plastique avec ces algues en quantité vraiment importante, quoi. C'est une vraie alternative, quoi. Et ça fait un bout de temps qu'elle existe, un bout de temps que les idées ont été trouvées, créées. Moi, j'ai l'impression c'est un regard extérieur, qu'on n'a jamais cherché vraiment beaucoup à l'aider, à la développer, à aller de l'avant pour aller plus loin. Et ça me rend triste, parce qu'à un moment, il y a des politiques qui ont essayé de pousser, trouver une organisation, des financements pour pouvoir le faire, et ça n'a jamais porté ses fruits. Donc je trouve ça vraiment dommage. Merci beaucoup Séverine de t'être prêtée au jeu de nos questions et de nous avoir reçus ici chez Machiavel. Pour ceux qui souhaitent continuer l'entretien, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux par exemple ? Moi ça je suis pas douée du tout, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ou alors les réseaux de Machiavel. Oui, mais il y a un Facebook Machiavel avec une personne qui s'en occupe et puis qui me renvoie les petits messages quand il y a besoin par SMS et je renvoie les réponses. Et est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site Machiavel ? www.machiavel.com. Super, on le remettra dans les notes du podcast. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Un grand merci à Séverine Palu de nous avoir parlé de Machiavel. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Séverine, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.